Bonjour. Du livre de Lobsang Rampa. Le livre qui s'intitule Je crois. Dans ce livre, Lobsang Rampa raconte le cas d'un suicidé. C'est un gars très riche qui s'est tranché la gorge. Lobsang Rampa raconte la vie d'Algernon. Il s'appelle Algernon. Au moment de son suicide, son admission dans l'au-delà, son jugement, sa réincarnation sur terre, sa mort et son entrée dans l'au-delà une deuxième fois. Dans ce livre du suicidé Algernon, il y a 6 chapitres. Chaque chapitre comporte au moins 50 minutes. Donc, il y a 6 chapitres. Voilà la première partie du suicidé. Lecture d'un extrait des livres de Lobsang Rampa. Du livre Je crois, voilà. Le livre Je crois de Lobsang Rampa. Oh, c'est écrit Ma voiture mystérieuse, Je crois, Lobsang Rampa. Voilà. Cet extrait que je tiens à faire après à un Anglais qui s'est suicidé. Alors, Lobsang Rampa raconte donc l'histoire de cet homme, sa vie sur terre, son suicide dans l'au-delà, comment il a été accueilli, et puis sa réincarnation en tant que docteur, et puis sa mort et comment il a été accueilli. C'est-à-dire la première fois quand il s'est suicidé, comment il a été accueilli, qu'est-ce qu'il a fait dans notre monde, et après sa réincarnation sur terre en tant que médecin, et après sa mort en tant que médecin, et comment il a été accueilli. Donc vie sur terre, l'au-delà, vie sur terre et l'au-delà. Voilà. Algernon, Réginald, Sinclair de banquier, venait de s'affaisser sur le sol de la salle de bain. De son corps s'échappaient des sons ressemblant à des miaulements ou à des râles. Une femme de chambre qui passait dans le couloir s'arrêta, saisie de peur, et en tremblant, appela derrière la porte. « Êtes-vous bien sûr? Vous sentez-vous bien ?» Ne recevant aucune réponse, elle se décida à entrer. Au spectacle qu'elle découvrit, elle poussa un hurlement terrible qui monta dans un crescendo de plus en plus nourri. Puis, des voix agitées se firent entendre, ainsi que des bruits de pas dans l'escalier et le long du corridor. Les premiers arrivés s'arrêtèrent devant la porte avec une telle violence qu'ils arrachèrent presque la moquette. Puis, se groupant comme pour se donner du courage, ils risquèrent un œil par la porte restée entrouverte. Algernon, Réginald, Sinclair de banquier, gisait
la face contre le sol. Le sang s'écoulait d'une large entaille dans la gorge et avait déjà atteint le corps de la femme de chambre tombée inconsciente auprès de lui. Soudain, elle eut un petit mouvement convulsif et ouvrit les yeux. Regardant la mare de sang dans laquelle elle baignait et avec un cri affreux qui ébranla les nerfs de ceux qui l'entouraient, elle eut une autre syncope. Toujours gisant à terre, Algernon avait l'impression que les choses tournaient autour de lui et que tout était irréel. Il entendait un bruit pénétrant comme un râle, un bruit horrible de bouillonnement, qui allait en diminuant à mesure que le sang s'écoulait de son corps mutilé. Il était conscient qu'un travail s'opérait en lui. Il eut soudain un cri perçant qui projeta la femme de chambre contre lui. Le choc soudain chassa Sir Algernon hors de sa propre enveloppe et il bondit vers le haut comme un ballon relié à une ficelle. Pendant quelques secondes, il regarda autour de lui, confondu par cette expérience. Il lui semblait qu'il flottait la face tournée vers le sol, et comme il regardait les deux corps situés au-dessous de lui, il vit qu'un cordon d'argent reliait son nouveau corps à l'ancien corps gisant inerte. Tandis qu'il observait le cordon qui devenait gris sombre, d'horribles marques apparurent au point où il joignit le corps, puis se détacha et tomba tel un cordon ombilical. Il appelait à l'aide, ne se rendant pas compte qu'il était à l'extérieur d'un corps, désormais sans vie et dans le plan astral. Il était là, collé au plafond, décoré de la maison ancestrale, invisible à tous. Ceux qui venaient jeter un coup d'œil dans la salle de bain, inspectant les lieux avec effroi, puis disparaissaient, remplacés par d'autres. Il vit la femme de chambre revenir à elle et l'entendit hurler d'effroi en se découvrant dans une mare de sang, puis s'évanouit de nouveau. Ce fut la voix du maître d'hôtel, une voix ferme et distinguée, qui vint rompre le silence. « Voyons, voyons, dit-il, ne paniquons pas. Vous, Berthe, ajouta-t-il à l'intention du valet de pied, allez appeler la police, appelez également le docteur Mackintosh, et pendant que vous y êtes, je pense que vous feriez bien de demander aussi l'entrepreneur des pompes funèbres. » Ayant donné ses ordres, il eut un geste impérieux à l'adresse du valet qui s'en alla. Remontant les jambes de son pantalon pour ne pas le froisser, il se baissa, saisit avec précaution le poignet de la femme de chambre et poussa une exclamation de dégoût quand sa main toucha le sang. Il l'essuya bien vite sur la jupe de la pauvre fille, puis l'agrippant par les chevilles, il la traîna hors de la salle de bain. Ce qui provoqua pas mal de rires étouffés, car la jupe de la malheureuse remontait d'abord jusqu'à la taille, finit par s'enrouler à hauteur des épaules. Mais sur un coup d'œil du maître d'hôtel, les rires furent vite réprimés. Le gouvernant s'avança et d'un air posé, se baissa pour arranger la jupe de la femme de chambre. Ainsi la pudeur était sauvée. Puis les autres serviteurs soulevèrent la femme de chambre et la portèrent rapidement le long du couloir, car le sang dégouttait abondamment de sa jupe. Le maître d'hôtel se lança ensuite dans une inspection minutieuse de la salle de bain. « Ah, voilà l'instrument, dit-il, avec lequel Sir Algernon a mis fin à ses jours.
Il désigna du doigt un rasoir ouvert, tout maculé de sang, et qui avait glissé sur le côté de la baignoire. Et il demeura comme pétrifié sur le seuil de la porte, jusqu'au moment où lui parvint le bruit de chevaux lancés au galop. Le valet de paix arriva en annonçant: la police est ici, M. Harris, et le docteur, lui, sera là d'un moment à l'autre. On parlait dans le hall, et des pas lourds retentirent dans l'escalier, puis dans le couloir. Eh bien, que s'est-il passé ici? Dit une voix rude. Si je comprends bien, il y a eu un suicide, mais êtes-vous bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un meurtre? L'homme qui venait de parler, un policier en uniforme bleu, passa la tête par la porte de la salle de bain, cherchant d'un geste mécanique son carnet de notes dans la poche de sa veste, puis prenant un crayon dont il commença par sucer consciencieusement la mine, il s'apprêta à écrire. On entendit alors le bruit d'un cheval trottant allègrement et quelqu'un s'agita à la porte d'entrée. Un pas léger franchit l'escalier, puis le couloir, et un homme jeune et mince apparut portant une mallette noire. C'était le docteur. Ah, monsieur Harris, dit-il, il s'est passé quelque chose de grave, si j'ai bien compris. Doucement, docteur, dit le policier au visage rougeau. Nous n'avons pas encore déterminé nos investigations. Il nous faut trouver la cause de la mort. Mais sergent, rétorqua le docteur, êtes-vous sûr qu'il est bien mort? Ne faudrait-il pas d'abord s'en assurer? Sans un mot, le policier désigna du doigt le corps, dont la tête était presque tranchée. Le corps s'était vidé de tout son sang par l'énorme blessure faite à la gorge, et le spectacle était celui d'une véritable boucherie. Voyons, monsieur Harris, dit le sergent, racontez-moi comment les choses se sont passées. Qui a fait cela? Le maître d'hôtel pinçait les lèvres nerveusement, effrayé du tour que prenaient les choses. Il commençait à redouter d'être accusé de meurtre, bien que point n'était besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre qu'il s'agissait d'un suicide. Mais, conscient qu'il était préférable d'être en règle avec la loi, le maître d'hôtel répondit: comme vous savez, je m'appelle George Harris. Je suis premier maître d'hôtel dans cette maison. Le personnel et moi-même avons entendu hurler une femme de chambre. Alice White, c'est son nom. Mais hurler a entre vous quelqu'un. Puis les cris furent suivis du bruit d'une chute et plus rien. Nous nous sommes précipités et nous avons trouvé. Il fit une pause spectaculaire puis un geste ample en direction de la salle de bain. Ceci. Le sergent grommela quelque chose pour lui-même tout en mordillant sa moustache aux pointes tombantes, puis il dit: amenez-moi cette Alice White, que je l'interroge. La gouvernante intervint. Oh non, sergent, c'est impossible. Nous devons lui faire prendre un bain, car elle est couverte de sang, et est de plus en proie à une crise de nerfs. Autre chose. Maintenant, ne vous imaginez pas que vous pouvez venir ici nous malmener, parce que ce n'est pas nous qui avons commis une telle horreur. Et j'aimerais que vous vous souveniez du nombre de fois où vous êtes venu ici par la porte de la cuisine pour vous faire offrir un bon repas. S'avançant calmement, le docteur insista. Nous ferions mieux de jeter un coup d'œil au corps, car il semble que nous perdions notre temps et n'arrivons à rien. Et cela dit, il retira délicatement ses boutons de manchette, les mit dans sa poche, et roula ses manches de chemise après avoir confié son veston au maître d'hôtel. Sans toucher, le docteur examina le corps attentivement, puis d'un rapide mouvement de pied, il le retourna complètement, et l'on vit les yeux grands ouverts qui regardaient fixement le plafond.
L'entité qui avait été Sir Algernon regardait vers le bas, fasciné par ce qu'il voyait. Tout lui semblait étrange et pendant un moment, il fut incapable de comprendre ce qui s'était passé, mais une force inconnue le maintenait cloué au plafond. L'Algernon vivant, regardant sous lui les yeux morts, vitreux et ensanglantés du défunt Algernon. Il fixait le spectacle, son attention concentrée sur les mots de Harris. Oui, Sir Algernon avait fait la guerre des Boers, comme le lieutenant combattant noblement, il avait été blessé très sérieusement. Cette blessure, malheureusement, concernait une partie délicate de son anatomie, que par égard pour les dames ici présentes, je ne peux préciser plus amplement. Et ces derniers temps, son impossibilité à accomplir certaines choses, le plongeait dans des crises de dépression. Et d'autres que moi l'ont souvent entendu dire qu'une vie dans laquelle ses nécessités sexuelles ne pouvaient être satisfaites ne valait pas la peine d'être vécue. Et il menaçait d'y mettre fin. La gouvernante laissa échapper un petit reniflement de commisération. Et la seconde femme de chambre renifla elle aussi par sympathie. Le premier valet de pied murmura en acquiesçant, disant que lui aussi avait entendu parler de telles choses. Le docteur regarda ensuite des serviettes de toilette soigneusement disposées sur le porte-serviette. D'un geste brusque, il les fit tomber sur le sol de la salle de bain et du pied épongea le sang qui commençait à se coaguler. Tournant les yeux vers la baignoire et voyant un tapis de bain très épais, il le posa à terre près du corps et s'agenouilla. Puis se saisit de son stéthoscope et appliqua l'une des extrémités sur la poitrine du cadavre, plaçant l'autre contre son oreille. Chacun retenait son souffle. Le docteur secoua la tête d'un geste négatif en disant « Toute vie est éteinte, il est vraiment mort. » Il retira son stéthoscope, le remit dans la sacoche destinée à cet usage et se leva, s'essuyant les mains à la serviette que lui tendit la gouvernante. Le sergent désigna d'un geste le rasoir en disant « Est-ce là, docteur, l'instrument qui a mis fin au jour de Sir Algernon ?» Le docteur jeta un regard vers le sol, puis ramassa le rasoir en se servant de la serviette et répondit « Oui, ceci a tranché la carotide. La mort a dû être instantanée. » Le sergent Murdoch était très occupé, griffonnant abondamment dans son carnet. Soudain, il y eut un grondement comme le bruit d'un wagon que tireraient les chevaux. De nouveau, la sonnerie de la porte d'entrée retentit dans la cuisine. De nouveau, on entendit un bruit de voix dans le hall, puis un petit homme monta l'escalier, s'inclina respectueusement devant le maître d'hôtel, le docteur, et enfin devant le sergent, et il demanda « Le corps est-il prêt pour moi? On m'avait dit de venir ici pour prendre possession d'un corps, celui d'un suicidé. » Le docteur regarda le sergent, et tous deux regardèrent M. Harris. « Savez-vous, demanda le sergent, s'il y a des parents du mort qui doivent venir? » « Non, sergent, ils n'auraient pas le temps d'arriver. Je crois que le plus proche parent est à une demi-heure d'ici, avec des chevaux rapides. Et j'ai déjà envoyé un messager. Je pense qu'il serait bien que le corps soit emmené au pompe funèbre, car il n'est pas possible de permettre que les parents voient Sir Algernon dans l'état où il est. Ne pensez-vous pas? » Le sergent regarda le docteur, lequel regarda le sergent, et tous deux dirent « Oui, simultanément. » Le sergent, en sa qualité de représentant de la loi, prit la parole. « C'est bien, emmenez le corps. Mais nous devons avoir au poste de police un rapport très complet.
et cela le plus vite possible. Le commissaire exigera de l'avoir d'ici à demain matin. Le docteur l'interrompit. Je devrais en informer le coroner, car il est probable qu'il voudra une autopsie. Le docteur et le sergent s'éloignèrent. L'employé des pompes funèbres congédia gentiment le maître d'hôtel, les laquais, la gouvernante et les femmes de chambre. Puis 2 de ces hommes montèrent l'escalier en apportant un cercueil. Ils le déposèrent sur le sol à l'extérieur de la salle de bain et enlevèrent le couvercle. L'intérieur était empli de sciures de bois sur un quart environ de sa hauteur. Se rendant dans la salle de bain, ils soulevèrent alors le corps qu'ils lâchèrent sans le moindre respect sur la sciure et ils remirent soigneusement le couvercle. Par pure forme, ils se rincèrent les mains sous le robinet et ne trouvant pas de serviettes propres, s'essuyèrent avec les rideaux. Puis ils suivirent le corridor traînant du sang coagulé tout au long de la moquette. En grommelant, ils soulevèrent le cercueil et se dirigèrent vers l'escalier. « Et voilà, donnez un coup de main !» cria l'employé au de laquais. « Prenez-le par là, il ne faut pas le renverser. » Les 2 hommes se précipitèrent en avant et le cercueil fut descendu. Puis atteignit la rue où on le glissa dans une voiture couverte de noir. L'employé entra dans le véhicule, ses 2 assistants s'installèrent sur le cercueil, le docteur prit les rênes et les chevaux partirent de leur allure tranquille. Le sergent Murdoch descendit l'escalier pesamment et se dirigea vers la salle de bain. Il ramassa le rasoir à l'aide d'un tissu, le mit de côté, puis il procéda à une petite inspection afin de voir s'il n'existait pas par hasard une quelque autre preuve. Collé au plafond, l'esprit du Sir Algernon regardait vers le bas, complètement fasciné. Soudain, pour une quelconque raison, le sergent Murdoch leva les yeux vers le plafond, laissa échapper un cri d'effroi et s'écroula sur un siège qui se brisa sous lui. Sous le coup, l'esprit du Sir Algernon s'évanouit et lui-même perdit connaissance, conscient seulement d'un étrange bourdonnement, d'un tourbillonnement mystérieux et de nuages noirs semblables à ceux qui s'échapperaient d'une lampe à pétrole dont on aurait oublié de régler la mèche. Et ainsi l'obscurité descendit sur lui, et l'esprit de Sir Algernon se désintéressa de ce qui se passait, pour le moment du moins. Algernon, Reginald Sinclair de bancaire, s'agita comme on le fait dans un sommeil artificiel, provoqué par des drogues. De curieuses pensées se pressaient dans sa conscience incertaine, puis des éclats d'une musique céleste s'élevèrent, suivis d'un flot de sons diaboliques. Mal à l'aise, il remua, et la conscience lui revenant pendant un moment, il fut surpris par la lourdeur de ses mouvements. Il avait l'impression d'être comme englué. S'éveillant en sursaut, Algernon essaya de s'asseoir, mais il ne le put. Gagné par la panique, il découvrit que le mouvement lui était interdit. Il toucha ses yeux pour voir s'ils étaient ouverts ou fermés, car aucune lumière ne lui parvenait. Puis baissant la main, il chercha à sentir la texture du lit, mais le choc le fit se recroqueviller, car sous lui il n'y avait rien. Il était suspendu, comme l'a exprimé lui-même, tel un poisson pris dans la saumure d'un réservoir à poison. Il essaya pendant un moment d'agiter faiblement les bras, comme fait le nageur cherchant à avancer contre le flot. Mais malgré les efforts de ses pieds, de ses bras ouverts, quelque chose le maintenait sur place. Comprenant l'inutilité de ses efforts, mais surpris de découvrir qu'il ne le fatiguait pas, il resta immobile et se prit à réfléchir. « Où suis-je » se dit-il. « Oh oui, je me souviens, j'avais décidé de me tuer, estimant inutile de continuer à vivre, frustré de la compagnie des femmes.
à cause de mon impuissance. Quel malheur pour moi, murmura-t-il en lui-même, que c'est ça Bowers ait choisi de me blesser à cet endroit. Il se prit à repenser au passé. Il revit le Bauer barbu qui, devant son fusil, avait tiré sur lui, non pas pour le tuer, mais visant délibérément avec un objectif bien défini, celui de le frustrer de sa virilité. Il songea ensuite au cher vicaire qui avait recommandé la maison d'Algernon comme étant un refuge sûr pour les jeunes servantes ayant besoin de gagner leur vie. Puis il revit son père qui avait dit, alors que le jeune homme était encore écolier. Algernon, mon garçon, tu dois apprendre les réalités de la vie et les découvrir avec quelques-unes des servantes que nous avons ici. Tu verras qu'elles seront très utiles pour certains petits jeux. Mais fais en sorte de ne pas prendre les choses au sérieux. Ces classes inférieures sont là pour notre commodité. Tu seras de cet avis. Oui, pensa-t-il, même la gouvernante avait eu un petit sourire particulier le jour où l'on avait engagé une jeune servante spécialement à Corte. Elle lui avait dit: vous serez tout à fait en sécurité ici, ma fille. Le maître ne vous importunera pas. Il est comme un de ces chevaux dans le pré, vous savez, qui ont subi des soins spéciaux. Je vous répète que vous n'avez rien à craindre. Et la gouvernante s'en était allée avec un petit ricanement espiègle. Algernon revit sa vie dans les moindres détails. L'ébranlement qu'avait causé la balle quand il l'avait reçue et les vomissements qui avaient suivi. Et il entendait encore le rire rauque du vieux fermier Bauer s'écriant: plus de filles pour toi, mon gars. Ce n'est pas toi qui assurera la descendance. Tu seras comme un de ces eunuques dont tu as dû entendre parler. Algernon se sentit rougir au souvenir de cette honte, et il se rappela le plan à long terme qu'il avait conçu, celui de se suicider après avoir décidé qu'il ne pouvait continuer à vivre dans de si étranges conditions. Il avait trouvé intolérable les allusions du vicaire. Un jour, où venu lui rendre visite, il lui avait parlé de son accident, ajoutant combien il était heureux d'avoir un jeune homme sûr et digne de confiance pour l'aider dans les réunions des paroissiennes et aux sessions d'ouvrage pour les œuvres. Le vicaire avait ajouté: nous ne saurions être prudents, car nous ne pouvons pas risquer de ruiner le bon renom de notre Église. Vous ne pensez pas? Ensuite, il y avait eu le vieux docteur de famille, Davis Mortimer, qui avait l'habitude de venir le soir, montant son vieux cheval Wellington. Nous prenions un verre de bon vin tous les deux, mais le plaisir s'évanouissait dès qu'il disait: ah, Algernon, je crois qu'il faut que je vous examine, vous le savez. Il importe de s'assurer que vous ne développez pas de caractéristiques féminines. Il faut veiller par exemple et très sérieusement à ce que le poids de votre visage ne tombe pas, car vous pourriez avoir des seins comme ceux d'une femme. Il importe surtout d'observer tout changement pouvant survenir dans le timbre de votre voix, car la chimie de votre corps s'est modifiée depuis que vous avez perdu certaines glandes. Le docteur l'avait alors regardé de façon cocasse pour voir comment il encaissait la chose. Puis il avait enchaîné en disant:
Maintenant, je prendrai bien un autre verre. Vous avez là un excellent vin, et votre père se connaissait en luxe de toutes sortes, et spécialement ceux d'une certaine qualité. Le pauvre Algernon, on en avait eu plus que son compte le jour où il avait entendu le maître d'hôtel dire à la gouvernante: une chose terrible, vous savez, que ce qui est arrivé à Sir Algernon, un jeune homme viril et si plein de vie, un tel honneur pour sa famille. Avant que vous ne soyez ici et avant qu'il ne parte pour la guerre, il était de toutes les chasses à courir et il était la coqueluche des matrones de la région. Invité dans toutes les soirées, on le considérait comme un gendre très souhaitable et la mère de toute jeune fille débutant dans le monde avait les yeux sur lui. Mais à présent, les mères de famille n'ont plus pour lui que commisération et elles savent que leurs filles n'ont plus besoin de chaperon quand elles se trouvent en sa compagnie. Un jeune homme inoffensif, très inoffensif en vérité. Oui, pensa Algernon, c'est bien vrai. Je me demande ce qu'ils auraient fait à ma place. Gisant tout sanglant sur le champ de bataille, puis les chirurgiens venant à moi, découpant mon pantalon et armé d'un couteau pointu, amputant les restes de ce qui me différenciait d'une femme. Oh, quelle agonie ce fut! Il existe maintenant cette drogue qu'on appelle chloroforme et qui supprime la douleur au cours des opérations, mais sur le champ de bataille, il n'y avait rien que le couteau et ce qu'on vous placez entre les dents afin de vous éviter de crier. Et ensuite, la honte de la chose, la honte d'être privé, là, en cet endroit. Le soupir de ses subordonnés avec leur air embarrassé et faisant des plaisanteries égriades dans son dos. Oui, la honte de toute cette aventure. Le dernier descendant d'une très ancienne famille. Les banquiers venus avec l'invasion normande et qui avaient choisi de se fixer dans cette région de l'Angleterre, y bâtissant un grand manoir et y installant des fermiers, maintenant lui le dernier de la lignée, rendu impuissant en servant son pays, impuissant et ridicule aux yeux de ses pairs. Et qu'y a-t-il de risible dans un homme mutilé au service des autres, pour s'être battu pour son pays, la famille allait s'éteindre. Algernon gisait toujours, ni dans l'air ni sur le sol. Il était incapable de décider où il se trouvait et ce qu'il était. Comme un poisson fraîchement jeté hors de l'eau, il se dit alors: suis-je mort? Qu'est-ce que la mort? Je me suis vu mort, alors comment suis-je ici? Ses pensées revinrent inévitablement aux événements survenus depuis son retour en Angleterre. Il se revit marchant avec une certaine difficulté, notant soigneusement les réactions de ses voisins, de sa famille et de ses domestiques. Puis l'idée avait germé en lui de se tuer, de mettre fin à une vie inutile. Un jour, décidé à mettre son projet à exécution, il s'était enfermé dans son bureau, avait nettoyé son bureau, avait nettoyé son pistolet et l'avait chargé. Il l'avait alors placé contre sa tempe en pressant la détente, mais rien ne s'était produit. Il n'était sorti de là qu'une espèce de bouillie. Ne parvenant pas à le croire, il s'était assez confondu. Son pistolet, en lequel il avait confiance, dont il s'était servi durant toute la guerre, venait de trahir et lui avait laissé la vie. Prenant une feuille de papier et la posant sur son bureau, il avait examiné l'arme. Tout y était en ordre de marche. Il avait remis en place poudre, cartouche, et sans penser pressé la détente. Il y avait une détonation terrible, et la balle avait traversé la fenêtre. Quelqu'un s'était précipité, frappant à la porte. Il s'était levé lentement et avait ouvert la porte derrière laquelle se tenait le maître d'hôtel, l'air effrayé. « Oh, Sir Algernon, avait-il dit au comte de l'agitation, j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose d'affreux. »
Rien d'affreux ne s'est passé. Je nettoyais simplement mon pistolet et il est parti. Occupez-vous de trouver quelqu'un pour réparer la fenêtre. Il y avait eu d'autres tentatives à cheval que celle-là. Il avait choisi de monter une vieille jument grise et sortit des écuries quand un lad en riant avait murmuré au palefrenier. Deux vieilles juments ensemble, et qu'est-ce que tu en penses? Se retournant, il avait crabaché le lad, laissant tomber les rênes, mis pied à terre et s'était précipité dans la maison. Depuis, il n'était jamais plus monté à cheval. Une autre fois, il avait songé à s'empoisonner avec l'étrange plante originaire du Brésil, un pays presque inconnu. Les bulles de cette plante renferment un jus qui est un poison presque instantané. Un grand voyageur nous avait offert la plante en question. Il l'avait soignée et un jour, il avait cueilli les baies et les avait avalées. Agonie, pensa-t-il. Il s'en était tiré, mais en piteux état, avec un désordre gastrique pire que la mort. Une dysenterie qui le couvrait de honte aux yeux du personnel, car il souillait son linge, n'ayant même plus la force d'aller aux toilettes. Il rougissait encore en y songeant. Et enfin, il eut la dernière tentative. Il avait envoyé quelqu'un à Londres pour qu'on lui rapporte le rasoir à la lame la plus effilée. C'était un splendide instrument, portant gravé le nom et le cuisson du fabricant. Il s'était saisi de ce bel objet, l'avait longuement repassé sur le cuir, et d'un coup sec s'était ouvert la gorge d'une oreille à l'autre. Et seules les vertèbres du cou avaient maintenu la tête sur les épaules. Ainsi, il s'était vu mort. Il savait qu'il était conscient de s'être tué, et ensuite de ses yeux devenus vitreux. Il s'était vu sur le sol depuis le plafond où il était fixé. Dans l'obscurité totale, il réfléchissait profondément. La mort. Qu'était-ce donc la mort? Y avait-il quelque chose après elle? Il avait souvent agité le sujet aux messes avec les officiers. Le père avait essayé de leur expliquer la vie immortelle, la montée au paradis, et un hussard hardi, un major, avait répondu. « Oh non, père, je suis sûr que tout ceci est sottise. La mort est la fin de tout. » Si je tue un boheur, allez-vous me dire que j'irai tout droit au ciel ou dans notre lieu? Si je le tue en lui traversant le cœur d'une balle et le maintient au sol en posant le pied sur sa poitrine, je peux vous assurer qu'il est mort, aussi mort qu'un porc empaillé. Quand on est mort, tout est bel et bien fini. Tous les arguments concernant la vie après la mort lui revenaient à l'esprit. Pourquoi ne pouvait-on infirmer ou confirmer cette idée de l'existence d'une vie après la mort? Si vous tuez un homme, eh bien il est mort, et si l'âme existe, vous verrez alors quelque chose quittant ce corps. Il ne pouvait cesser de méditer, se demandant ce qui s'était passé et où il était. Puis une idée terrible lui traversait l'esprit. Peut-être ne s'agissait-il que d'un cauchemar, et était-il enfermé dans un asile à la suite d'un transport du cerveau au cerveau? Il promena ses mains autour de lui, tâtonnant soigneusement pour voir s'il n'était pas attaché au ceinturé, comme il arrive à certains fous. Mais non, il flottait tout comme un poisson flotte dans l'eau. Où était-il donc? Mort? Suis-je mort? Si oui, où suis-je? Et que fais-je ainsi, à flotter paresseusement? Les mots du Père revenaient à sa mémoire. Quand vous quittez votre corps, un ange est là pour vous accueillir et vous guider. Vous serez jugé par Dieu lui-même et connaîtrez la punition qu'il décidera de vous infliger. Algernon réfléchit à l'ensemble du problème. Si Dieu était un Dieu bon, pourquoi un homme devrait-il, sitôt mort, être puni? Et s'il était mort, comment pourrait-il être affecté par une punition? Il était là, pensa-t-il, gisant paisiblement, sans souffrance,
et sans joie particulière. Soudain, il eut peur, quelque chose se passa en lui. C'était comme s'il y avait une main à l'intérieur de son crâne. C'était seulement une impression, la sensation que quelqu'un pensait à lui. Sois en paix, ne bouge pas et écoute. Mais aucune voix ne lui parvenait. Pendant un moment, il essaya de se sauver, de courir. Tout cela était pas trop mystérieux, trop troublant, mais il était cloué là. De nouveau, l'impression revint. Sois calme et libère-toi de ceci. Algernon pensa en lui-même. Je suis un officier et un gentleman. Je ne dois pas me laisser aller à la panique, mais être un exemple pour mes hommes. Et bien que très troublé, il se reprit et se laissa envahir par la paix et la tranquillité. Fin du deuxième chapitre du livre de l'Observant pas, je crois, et qui a trait à la vie après la mort. Donc, cette histoire de cet homme qui s'est suicidé, et on a lu la partie de ce qui s'est passé durant le suicide. Il y a un chapitre 3 qui va suivre et on continue. On va arrêter donc maintenant la première vidéo sur le chapitre 2 du livre, je crois, de l'option en pas.